Le sexe pendant la grossesse. Est-ce qu'il y a des risques? Pas de risques. 30% des personnes disent ne rien savoir sur ce sujet. Et seulement une personne sur trois, pendant la grossesse, ose poser la question aux professionnels de santé, sage-femme, gynéco, autres médecins, sur est-ce qu'il y a des risques particuliers à continuer la vie sexuelle. Et à votre avis, est-ce que la plupart des personnes aimeraient en savoir plus? Ben oui, 2 personnes sur 3 disent j'aimerais bien quand même savoir un peu plus sur ce sujet. Alors toutes les réponses dans cette vidéo, et à la fin de la vidéo, la réponse à la question est-ce qu'il y a des risques à avoir des relations sexuelles pendant la grossesse? Bonjour tout le monde et bienvenue sur Charles.co, votre chaîne YouTube sur laquelle on trouve plein de sujets de santé de toutes sortes, comme le sujet du jour. Et vous savez aussi, Charles.co, c'est pas juste une chaîne YouTube, c'est votre site de téléconsultation, en particulier si on a des problèmes de médecine sexuelle, par exemple des problèmes d'érection, d'éjaculation précoce, problèmes de libido, suspicion de déficit en testostérone. On va sur le site Charles.co, on complète le questionnaire qui est relatif à la raison par laquelle on consulte. Le médecin fait la consultation avec vous, ce sont tous des médecins spécialisés dans le domaine de la médecine sexuelle. En fonction de l'évaluation, il vous dira s'il faut un traitement, pas de traitement, des examens, pas d'examens. Bref, vous serez accompagné pour résoudre le problème sexuel. Quand on a des problèmes, vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, la phrase que je répète tout le temps. On a des problèmes sexuels, ça fait quelques mois qu'on essaie de s'en sortir seul, on n'y arrive pas, on consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile. Et justement, au cours de quelques téléconsultations, on a parfois des patients qui disent « Ok, ça marche très bien, merci. Je renouvelle le traitement parce que je sens que j'en ai encore un peu besoin pour l'érection, pour l'éjaculation. Et d'ailleurs, docteur, je voulais vous poser une question. Ma femme, elle est enceinte, elle vient de tomber enceinte. Est-ce qu'il y a un risque particulier à continuer à avoir des relations sexuelles? Est-ce que ça pose problème? À votre avis, la réponse claire à la fin de la vidéo, vous saurez répondre à cette question de façon précise. Mais avant, quelques informations pour savoir de quoi on parle et pour comprendre s'il y a un risque ou pas de risque. Première information, est-ce que la vie sexuelle, en général, continue pendant la grossesse? Bon, vous pouvez me le dire dans les commentaires, ce que vous en pensez, si vous avez déjà eu une grossesse ou votre partenaire a une grossesse, comment s'est passée votre vie sexuelle? Globalement, on considère que la fréquence des relations sexuelles et le désir sexuel évoluent en fonction des trimestres. Le premier trimestre, on a plutôt une diminution de la fréquence des relations sexuelles, diminution de la libido. C'est souvent lié au fait qu'il y a des nausées, on a mal à la tête, on n'est pas en forme, ou peut-être la peur de la fausse couche, puisqu'on sait que c'est dans les premières semaines que ça peut survenir. Le deuxième trimestre, lui, est considéré comme un trimestre où la vie sexuelle n'est pas impactée, ou au contraire améliorée. Est-ce que vous savez que parfois on appelle le deuxième trimestre la seconde lune de miel? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent « mais j'avais une libido qui a augmenté » et leur partenaire aussi « j'avais une libido qui a augmenté ». Il y a même des femmes qui disent avoir eu leur tout premier orgasme pendant le deuxième trimestre de la grossesse. C'est comme si ça a libéré quelque chose sur le plan physiologique et psychologique. En tout cas, le deuxième trimestre est considéré comme un trimestre qui n'a pas, sur le plan, on va dire, hormonal, physiologique, d'impact négatif sur la sexualité. Le troisième trimestre, lui, c'est un trimestre où ça est un peu plus compliqué. On a le ventre qui devient un peu plus proéminent, on va le dire comme ça. On a les seins qui deviennent plus tendus, plus sensibles. Il y a des petits saignements qui peuvent survenir après une relation sexuelle. L'homme, à ce moment-là, commence à prendre conscience que y a quand même le bébé qui est présent. Psychologiquement, ça peut gêner. Et on peut avoir peur d'appuyer, par exemple, lors des relations sexuelles, sur l'abdomen. D'ailleurs, à votre avis, est-ce que les couples arrêtent ou continuent leur vie sexuelle au troisième trimestre? Combien arrêtent, combien continuent? Je vais vous le dire dans une minute. Mais avant, je tenais à dire que tout ce que je viens de vous raconter sur premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, ce sont des statistiques, c'est-à-dire des chiffres très globaux. Mais ça peut être très variable d'un couple à un autre. Vous avez des couples qui disent « nous, le premier trimestre, il n'y a eu aucun problème ». Par contre, ensuite, notre vie sexuelle a diminué. D'autres couples qui disent, nous, pendant la grossesse, toute notre vie sexuelle s'est arrêtée. Ou d'autres couples qui disent, nous, c'est le troisième trimestre qu'on a commencé à avoir une libido qui a augmenté. En fait, c'est quelque chose de très variable. Et la réponse à la question que je viens de vous poser, c'est, en fait, 75% des couples disent, on a eu au moins un rapport sexuel pendant le troisième trimestre. Sauf qu'ils adaptent le rapport sexuel, ils adaptent la position. Par exemple, on va éviter les positions, on appuie sur le ventre. Si le sujet vous intéresse sur quelles sont les positions ou la façon de faire l'amour qui est la plus adaptée pendant la grossesse, dites-le moi dans les commentaires, je vous ferai une vidéo spécifique là-dessus. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui ont des relations sexuelles dans le troisième trimestre évitent la pénétration. Pourquoi?
est-ce que la pénétration présente un risque pour la grossesse ou pour le bébé? Réponse à la fin de la vidéo. En vérité, la vie sexuelle pendant la grossesse dépend de beaucoup de choses. Ça ne dépend pas que des hormones et des changements du corps et des seins qui sont sensibles. Ça dépend de, par exemple, est-ce qu'on a eu des difficultés pour avoir des enfants? On est arrivé suite à un parcours d'aide médicale à la procréation. Donc psychologiquement, on est dans un autre état mental. Est-ce qu'on a une charge de travail? Est-ce qu'on a arrêté de travailler? On n'a pas travaillé? Est-ce qu'il y a d'autres enfants dont il faut s'occuper? Bref, il y a plein de choses qui peuvent jouer sur la vie sexuelle pendant la grossesse. Et parmi les choses qui peuvent jouer, il y a les croyances. Par exemple, il y a la croyance que pendant la grossesse, en fonction de notre libido, on peut deviner si c'est un garçon ou une fille. D'ailleurs, j'ai jamais su si la libido est élevée, ça veut dire que c'est un garçon. Et si elle baisse, ça veut dire que c'est une fille. Si vous connaissez la réponse, dites-le moi dans le commentaire. Mais en fait, c'est faux. Évidemment que c'est faux. Mais on va voir surtout les croyances qui concernent la santé. Première croyance de santé. Est-ce que le fait d'avoir des relations sexuelles pendant la grossesse peut provoquer un accouchement prématuré ou une fausse couche? D'où vient cette idée que ça peut provoquer un accouchement prématuré? Certaines personnes, ça vient même c'est pas que des croyances sociales, c'est des croyances médicales. Et vous risquez de lire que oui, ça peut provoquer un accouchement prématuré. Ça vient du fait que dans le sperme, il y a des prostaglandines. C'est une molécule qui est utilisée pour beaucoup de choses. Par exemple, elle est utilisée en injection dans le pénis pour provoquer l'érection. Si le sujet des traitements des troubles érectiles vous intéresse, allez voir cette vidéo. Bref, il y a de la prostaglandine dans le sperme. Or, la prostaglandine peut provoquer des changements de tonus du col de l'utérus et de l'utérus. Et donc, ça peut provoquer un accouchement prématuré. C'est pour ça qu'on dit attention, pas de sperme, pas de pénétration pendant le 3e trimestre pour éviter l'accouchement prématuré. D'ailleurs, pour info, il y a d'autres cultures qui pensent exactement l'inverse. Chaque culture, chaque période de vie a sa croissance. Ah, ses croyances, pas sa croissance. Alors, cette question de prostaglandine, en réalité, la quantité de prostaglandine présente dans le sperme est tellement faible qu'il n'y a pas de conséquences. Théoriquement, prostaglandine égale risque d'accouchement prématuré, oui, mais la quantité présente dans le sperme n'est pas du tout suffisante pour provoquer ça. Il faudrait des litres de sperme pour avoir cet effet de prostaglandine. Or, on ne l'a pas. Si le sujet du sperme vous intéresse, je vous ai déjà fait une vidéo sur tout ce qu'il y a à savoir sur le sperme. Allez voir, vous verrez, j'espère que vous le savez, que ce n'est pas des litres qu'on éjacule. Autre croyance d'ordre médical, c'est l'orgasme. L'orgasme, quand on a un orgasme, on a des sécrétions d'ocytocine. Or, l'ocytocine fait partie des hormones qui peuvent déclencher l'accouchement. C'est une hormone naturelle et quand elle est augmentée, elle peut déclencher l'accouchement. Et donc, on s'est dit, s'il y a des orgasmes, en particulier en cas de 3e trimestre de grossesse, est-ce que ça ne provoquerait pas un accouchement prématuré? Et on s'est rendu compte, les études ont montré clairement qu'il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, les femmes qui ont des relations sexuelles ou pas de relations sexuelles, c'est le même niveau de risque de fausse couche. Donc il n'y a pas de lien entre les deux. Pourquoi alors qu'il y a de l'ocytocine quand on a un orgasme? Très probablement parce que l'orgasme, les contractions de l'orgasme sont très différentes des contractions de l'accouchement. Les femmes qui ont des orgasmes, vous le savez et vous nous le direz dans le commentaire, c'est plutôt des petites contractions, c'est pas des grosses contractions, on a l'impression que ça se tord, c'est plutôt des petites contractions comme si on faisait un petit massage d'ailleurs sur l'utérus et donc pas suffisantes pour déclencher l'accouchement. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si tout ce que je vous dis là, si vous l'avez déjà expérimenté, si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose, si vous avez lu l'inverse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on arrive à la dernière question. Est-ce qu'il y a un risque pour la grossesse ou pour le fœtus? D'où vient cette idée? Ça vient du fait que pendant les relations sexuelles, le bébé, il peut bouger, le fœtus, il peut bouger. Ouais, il peut bouger aussi quand on monte et on descend les escaliers. D'ailleurs, il y a une croyance, moi, elle me fait beaucoup rire. C'est une croyance qui dit que les personnes qui ont des creux, vous savez, au niveau des joues, je ne sais plus comment on appelle ça, ça serait des personnes qui ont des parents qui ont eu des relations sexuelles pendant la grossesse. C'est faux, évidemment, c'est archi faux. Le pénis ne va pas jusque-là. Croyez-moi, il n'y a pas de risque. Bref, c'est ce qu'on appelle le syndrome du pénis dangereux, c'est-à-dire comme si le pénis allait faire des dégâts. Je vous rassure, le fœtus est bien protégé par l'utérus. Il y a aussi une autre croyance d'ordre médical qui dit que peut-être que le fait d'avoir des pénétrations, il y a des microbes qui peuvent à ce moment-là rentrer avec la pénétration, remonter et aller infecter le fœtus et provoquer des infections. C'est faux. Pourquoi? Parce que le bébé est très bien protégé par la poche amniotique, par la membrane amniotique, donc le fœtus est très bien. En fait, tant que la grossesse est normale, se passe sans pathologie particulière, il n'y a aucun risque. Quelles sont les situations alors où il y a des risques? Et en fait, c'est les situations de grossesse pathologique et surtout, ce que je vais vous dire là. Premièrement, les situations d'hématome rétroplacentaire, un hématome qui est derrière le placenta, ou de placenta positionné trop bas. Situation de menace d'accouchement prématuré de façon générale. Ce sont des situations où le médecin qui vous suit, ou sage-femme, va vous dire repos. C'est une situation où vous ne devez pas faire d'efforts, vous devez faire attention à vous, on reste au repos, vous consultez au moindre saignement, au moindre douleur. Donc évidemment, on évite les rapports sexuels. Deuxième type de situation, c'est quand on a
perdu du liquide amniotique. Le fait de perdre du liquide, c'est que la membrane dont je parlais tout à l'heure qui protège le fœtus a été rompue. Or là, si la membrane est rompue, là il y a un risque d'infection au moment d'une pénétration qu'un microbe puisse remonter. Donc, si on a perdu du liquide, là, on ne doit plus avoir des relations sexuelles avec pénétration parce qu'il y a le risque d'infection. Troisième type de situation où il faut arrêter les relations sexuelles, c'est si on a des douleurs qui ne sont pas encore bien éclaircies, bien explorées par le spécialiste professionnel de santé qui vous suit, des saignements importants inhabituels. Alors attention, pendant la grossesse, on peut avoir des petits filets de saignement parfois, surtout après une pénétration, on peut sentir, voir qu'il y a un petit filet de sang. Ça, c'est assez habituel. Par contre, des saignements ou des douleurs inhabituels qui n'étaient pas présents, inquiétants et qu'on n'a pas encore demandé à un professionnel de santé de vérifier si c'est normal ou pas, on arrête la vie sexuelle. Il y a une toute dernière situation, mais qui a un peu moins une contre-indication, c'est les grossesses où on a des jumeaux ou triplés. Là, en général, on prend tellement de précautions qu'on demande aussi d'arrêter la vie sexuelle. Mais bon, en général, à partir du 2e, 13e trimestre, le ventre a un volume tel que la vie sexuelle n'est plus du tout une priorité, mais ce n'est pas une contre-indication absolue. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tant que votre professionnel de santé vous dit vivez votre vie normale, c'est que vous pouvez avoir une vie sexuelle comme vous l'entendez pendant la grossesse. Mais il y a un truc qu'il n'y a aucun médecin au monde, aucun professionnel au monde ne pourra jamais, jamais vous contre-indiquer. Vous l'avez deviné? Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez trouvé. Et c'est tout ce qui est caresse, affection, câlin, bisous, se prendre dans les bras, se toucher, et même ce qui est de l'ordre du pré-sexuel, comme si on voulait s'exciter. Ça, ce n'est jamais contre-indiqué. Au contraire, je vous conseille pendant la grossesse de garder tous ces contacts-là parce qu'il a été démontré que les couples qui gardent un contact physique intime, des caresses, des câlins, s'endormir nus ou presque nus l'un contre l'autre, en fait ce sont les couples qui ont la vie sexuelle qui redémarrent le plus facilement après l'accouchement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce sujet. Dites-moi dans les commentaires. J'adore toutes les croyances, les choses culturelles comme ça. C'est souvent d'ailleurs avec des idées plus ou moins scientifiques derrière, mais même sans aucun côté scientifique. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. J'espère vraiment que vous avez appris des choses. Moi, je vais vous préparer d'autres vidéos, pas seulement sur ce sujet, sur plein d'autres sujets. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Moi, je suis là pour vous donner plein de vidéos. Faites vivre la chaîne Charles.co et à très bientôt.